C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Notre premier invité est Pierre Moscovici. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes commissaire européen aux affaires économiques et financières, ancien ministre de l'économie. Alors, depuis 2 semaines, vous le savez, François Hollande martèle que la France va mieux. Mais les Français ne le ressentent pas. C'est un peu comme la météo. Il n'y a pas de ressenti. La météo n'est pas bonne. Non, la météo n'est pas bonne. Mais vous savez, ce fameux, quand il fait froid, et le ressenti est encore plus froid. Est-ce que la France va mieux parce que le monde va mieux? D'abord, une première chose, je vais essayer de parler objectivement, avec des indicateurs, et dans ma qualité de commissaire européen, pas comme un homme politique français. J'entends bien. Oui, la situation économique de la France s'améliore, c'est indéniable. Le premier trimestre a été bon, même meilleur que prévu. Les prévisions de croissance s'ajustent plutôt à la hausse. Les nôtres sont 1,3% pour cette année, mais je pense qu'elles pourraient être un peu meilleures que ça au final. Si je regarde la situation du chômage, il y a une embellie, 2 mois consécutifs d'amélioration, et la Commission prévoit en effet que le chômage devrait diminuer en 2016 de manière pas énorme, de 10,4 à 10,2% au total sur la France. Et puis, les finances publiques sont en meilleure situation, à 3,5% pour 2015. Et je continue de penser qu'il est possible que la France soit en dessous de 3% en 2017. C'est absolument nécessaire, c'est même fondamental. Malgré les carnets de chèques, malgré les pochettes surprises qu'on a données aux enseignants avec 4 milliards, 1 milliard pour les enseignants. Pas pour l'année 2017, heureusement, non, mais 500 millions pour 2017. Pour 2017. Mais je vois tout ça, j'allais dire je le surveille, c'est mon rôle comme commissaire chargé des affaires économiques et financières. Il n'y a pas d'option. La France doit être absolument en dessous de 3% en 2017. Je pense que malgré ces dépenses supplémentaires, c'est possible, c'est jouable, mais à condition, évidemment, que les dépenses supplémentaires soient gagées par les économies équivalentes, que la croissance fournisse des recettes supplémentaires et que les baisses d'impôts soient contenues. La Commission sera très attentive à ce que le budget 2017 soit un budget sérieux. Nous avons un rendez-vous, je veux dire, institutionnel avec la France comme avec les autres pays à l'automne. Les pays doivent nous soumettre leur avant-projet de budget et nous avons la capacité de l'accepter ou non. Mais je compte bien que la France soit en dessous de 3% et c'est toujours tout à fait jouable. Donc, je résume. Oui, la situation s'améliore, pas de manière spectaculaire, mais de manière réelle. Quant au ressenti, il n'y a rien là que de très normal. On sait toujours qu'entre le moment où les indicateurs collectifs ou globaux s'améliorent et le moment où c'est perçu individuellement et même par l'ensemble de la société, il s'écoule un petit temps. Il est important que cette amélioration soit durable et c'est la raison donc pour laquelle il faut que les réformes continuent. C'est ce que dit le FMI. La dernière note du FMI note qu'il reste encore beaucoup à faire pour stimuler la création d'emplois et assainir les finances, beaucoup d'efforts à faire, et qu'à ce rythme, c'est-à-dire la croissance et les réformes, ça ne va pas assez vite. Qui peut se satisfaire d'un taux de chômage à 10% pendant longtemps? Le chômage de masse mine nos sociétés et nourrit le populisme. C'est la raison pour laquelle il faut en effet des actions très déterminées. Quant à des finances publiques à 3,5% et même à 3%, c'est une performance qui de toute façon est bien moins bonne que celle de l'ensemble de la zone euro, où les déficits publics seront en dessous de 2% en 2016. Il ne reste dans la zone euro que 3 pays, la Grèce étant un pays sous programme, qui sont au-dessus de 3%, l'Espagne, le Portugal et la France. Donc oui, aller dans ce sens-là, c'est bon, c'est mieux, ça s'améliore, mais il faut que l'effort se poursuive indéniablement. On ne peut pas se satisfaire de cela, ça va mieux, il faut que ça aille bien, et pour que ça aille bien, il faut que le pays continue à se réformer. Longtemps, la Commission, pas la vôtre, mais la précédente, a été accusée de freiner la croissance par une politique qui conduisait à l'austérité, qui conduisait justement à des réductions drastiques de déficit, etc. Quelle est la part prise par cette Commission, si elle en a une, dans l'amélioration générale de la situation? Parce que l'amélioration, on la voit venir par la baisse du prix du pétrole, par la politique de la Banque centrale, avec la baisse de l'euro. Est-ce qu'il y a une part particulière prise par la Commission? Il y a plus de souplesse de votre part vis-à-vis d'un certain nombre de pays, notamment de l'Italie ou de l'Espagne, donc vous êtes moins rigide. Est-ce que c'est ce moins de rigidité qui aide? Il y a 4 piliers pour une bonne politique économique. Il y a tout ce qui concerne la Banque centrale européenne et la politique monétaire. Et je considère que Mario Draghi a un leadership exceptionnel et que ce qu'il a fait est plus qu'utile pour l'avenir de la zone euro. Et puis, il y a tout ce qui concerne
les réformes structurelles. Là, nous encourageons les pays à mettre en place des réformes structurelles qui ne sont pas hostiles au progrès social. Je prends par exemple, on en parlera peut-être, la réforme du marché du travail. Nous pensons qu'il faut la flexi-sécurité, de la flexibilité, oui, mais aussi de la sécurité, par exemple, à travers la formation tout au long de la vie. Et nous pensons que la bonne façon de mener le contrat de travail, c'est le contrat de durée déterminée. Mais il y a deux autres leviers qui nous appartiennent, ou en tout cas que nous soutenons fortement. Il y a l'investissement. Il y a le plan Juncker, de 315 milliards d'euros. On n'en parle jamais, oui. Je vais vous en parler une seconde, si vous permettez. On n'en parle jamais. Parce qu'on ne sait même pas quelle est la part prise par la France, enfin les bénéfices tirés par la France dans ce plan. On a fait le point hier en réunion de la Commission, les 100 milliards d'euros sur les 315 milliards d'euros engagés, décidés. Et la France est le leader pour le plan Juncker. Ça représente 14,5 milliards d'euros sur les 100 milliards. Ça représente 16 des grands projets sur 64. Ça représente une possibilité de créer 32 000 emplois. Et donc le plan Juncker, oui, ça marche. Et la France est plutôt bien placée. Pourquoi ? Parce qu'elle a des entreprises qui sont capables de développer des bons projets en matière de numérique, en matière d'économie d'énergie, en matière de transport, parce qu'il y a aussi un réseau bancaire parapublic, la Caisse des dépôts et consignations, la BPI, qui est auprès des entreprises. Donc ça, c'est un levier majeur, et je veux le signaler, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des bonnes nouvelles de cette nature. La France est leader pour le plan Juncker, et il faut continuer à bénéficier de cette opportunité. Enfin, il y a le dernier aspect, c'est la politique budgétaire. Et il se trouve en effet que, d'une part, les décisions politiques que nous avons prises, d'autre part, les efforts qu'ont fait les différents pays, contribuent à ce que la politique budgétaire, qui a effectivement longtemps été récessive, qui a eu un effet de frein sur la croissance, a aujourd'hui un effet légèrement favorable. Et oui, nous acceptons que la consolidation budgétaire soit aujourd'hui favorable à la croissance. Nous agissons dans ce sens-là. Par exemple, à travers ce que vous avez dit, c'est-à-dire les flexibilités et une politique budgétaire qui soit intelligente. Pour moi, mener une politique budgétaire sérieuse ne doit pas contribuer à briser la reprise. Et dans chacune des décisions que la Commission prend, dans chacune des décisions que je recommande ou que je suggère, j'ai ce souci-là. Oui, continuer à gérer bien les finances publiques, mais toujours en encourageant la croissance. C'est la marque de la Commission Juncker. La souplesse est là aujourd'hui, alors qu'elle n'était pas là hier. En tout cas, ce que disent les Italiens, comme disent les Espagnols. Mais comment réagissez-vous vous-même ? On vient de parler du plan Juncker, dont personne ne parle jamais. C'est un des aspects positifs de l'Europe. L'Europe investit en France à hauteur de, vous l'avez dit, un peu plus de 14 milliards d'euros. Comment réagissez-vous quand vous voyez vos anciens camarades qui sont au gouvernement si prompts à dénoncer l'Europe ou à pointer l'Europe quand quelque chose chez nous ne va pas ? C'était le cas de Manuel Valls quand il y a eu la crise agricole, qui a commencé à hausser le ton dans un grand classique de la politique française. C'est le cas d'apprentis candidats dans votre univers idéologique. Je pense à Arnaud Montebourg et d'autres qui tout de suite ciblent la commission. Je ne mets pas tout à fait Arnaud Montebourg dans mon univers idéologique, si vous me permettez. Enfin, disons, je le laisse à d'autres, mais je l'estime. Mais voilà, comment réagissez-vous, vu de l'intérieur, vu de Bruxelles, à ce réflexe français presque pavlovien qui consiste systématiquement, ça ne va pas, donc c'est Bruxelles. Je suis socialiste. Je le reste en étant commissaire. On ne change pas comme ça d'ADN. Mais je suis toujours atterré quand je vois des responsables publics importants, et notamment des gens qui viennent de la gauche réformiste, tirer sur le pianiste bruxellois. Et je leur dis, vous vous trompez. Vous vous trompez pour deux raisons, et vous trompez les gens aussi. La première, c'est que quand on fait des réformes dans un pays, ça n'est pas Bruxelles qui l'impose. Les réformes, on les fait pour soi-même. Évidemment, il est souhaitable qu'il y ait une réforme du marché du travail en France, mais ça n'est pas Bruxelles qui dit au gouvernement quelle réforme il doit prendre. Et donc là, il y a une erreur de fond. Deuxième erreur, c'est le fait que l'Europe est bénéfique à la France. J'ai donné l'exemple du plan Juncker, mais la France sans l'Europe, c'est un pays qui ne pèse pas dans le monde. Et inversement, d'ailleurs, l'Europe sans la France n'est pas l'Europe, elle ne va pas de l'avant. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrête avec le populisme light. Parce que le populisme light, c'est toujours l'antichambre du vrai populisme. Ceux qui veulent tirer sur l'Europe, ceux qui n'aiment pas l'Europe, préféreront toujours l'original des vrais anti-européens, du Front National, des souverainistes, à un anti-européisme un peu mou. Et j'ai envie de dire, pardonnez-moi, je vais jusqu'au bout de ma tirade, parce que ça me tient vraiment à cœur. Non, mais je souhaite que les pro-européens dans ce pays, notamment les pro-européens de gauche, se réveillent, qu'ils sortent leur poing de la poche, qu'ils sortent leur drapeau, et qu'ils disent, oui, l'Europe c'est bon. Alors évidemment, il y a des choses qui ne vont pas.
Et plutôt que de dire c'est l'Europe qu'il faut rejeter, disons comment améliorer l'Europe, comment faire en sorte que l'Europe soit plus forte, comment elle doit résoudre les différentes crises auxquelles nous sommes confrontés. C'est indéniable. Il faut des résultats. Mais pour ça, il faut aller de l'avant, il faut faire des propositions, il faut de l'enthousiasme, il faut de la force, et il ne faut pas cette espèce de complainte et de taper sur les autres. Prenons nos responsabilités. Vous avez raison, ce rejet de l'Europe, on le voit un peu partout, si bien qu'il faut se lever tôt aujourd'hui pour trouver des pro-européens. Est-ce qu'il n'y a pas justement chez vous, et ça fait suite à ce que vous disiez, un sentiment quand même de défaite de votre génération qui n'a pas su, qui ne sait pas rendre l'Europe à la fois populaire, pas populiste, populaire et attractive. Est-ce que c'est pas là une défaite de votre génération? Je ne sais pas si on peut parler de génération, de responsabilité collective. Si, parce que vous êtes des nouveaux pro-européens, enfin des jeunes pro-européens. Un peu moins jeunes maintenant, pro-européens depuis longtemps et toujours à la tâche. Pour ce qui me concerne, j'essaye de faire en sorte, à la place qui est la mienne, de militer pour l'Europe et de militer pour l'Europe dans mon pays, la France. C'est ce que je fais ici, parce que je ne supporte pas ce populisme mou qui nous menace autant que le populisme dur et qui d'ailleurs est l'antichambre de celui-ci. Ce qui est exact, c'est que, là, je vais élargir pas seulement à la France, mais au Conseil européen, aux chefs d'État et de gouvernement, il y a aujourd'hui un déficit de leadership en Europe. Pour que ça marche, l'Europe, il faut qu'il y ait 3 éléments qui soient bien articulés. Il faut une commission ambitieuse, et je pense que la commission Juncker est plus ambitieuse que celle qui l'a précédée, c'est indéniable, et que Jean-Claude Juncker est, je dirais, le meilleur président de la Commission depuis Jacques Delors, parce qu'il a l'expérience des gens, des choses, des procédures. Il avait été décrié. Oui, mais je regarde les choses comme elles marchent. Quand on parle des réfugiés, qui fait les propositions? C'est la Commission. Quand on parle de la situation en Pologne, qui sonne le tocsin et dit il faut arrêter de maltraiter l'état de droit, et notamment les façons dont on nomme les juges du tribunal constitutionnel? C'est la Commission qui a bien négocié, je crois, sur les accords qui permettent de défendre le refus du Brexit. C'est la Commission. Et qui mène une politique budgétaire, oui, je crois, plus équilibrée que par le passé? C'est la Commission. Qui a mis en place ce plan Juncker? Donc il faut une Commission forte. Et je crois que celle-ci est à la tâche face à, c'est vrai, les difficultés qui sont très importantes. Il faut aussi un couple franco-allemand qui soit harmonieux, équilibré, visionnaire, ambitieux. C'est le cas? Quand ils se manifestent ensemble à Verdun, je me réjouis. Mais c'est vrai qu'on a annoncé des initiatives franco-allemandes. Elles sont extraordinairement nécessaires. On les attend, on en a besoin. Et il faut que la Commission, la France, l'Allemagne et les autres, bien sûr, embrayent. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on a ce sentiment, c'est vrai, que l'Europe n'avance pas assez vite, n'avance pas assez fort, alors qu'elle est confrontée à des crises d'une ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous souhaitiez que, juste une petite parenthèse, vous souhaitiez que des orateurs surgissent pour défendre l'Europe. Il y en a un qui a fait un grand discours européen dans la veine que vous souhaitez, c'est Alain Juppé, au mois de février, qui a d'ailleurs été très largement passé sous silence, parce que la cause de l'Europe, comme le disait Roselyne tout à l'heure, n'intéresse guère. Mais néanmoins, il y a cette voie-là qui manque à gauche. Je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points dans la politique française. J'observe ce qui se passe. Je suis commissaire européen et je suis là jusqu'en novembre 2019 et j'aurai dans ma fonction à travailler avec le président de la République que les Français éliront, quel qu'il soit. Donc je veux garder cette réserve. Cela dit, quand un homme d'État prononce un discours sur l'Europe qui est conséquent, qui est responsable, je m'en félicite. Et je pense qu'on en a besoin en réalité. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas laisser le monopole de la parole au Front National et aux souverainistes, sans aucun doute, qu'il ne faut pas non plus dans les grands partis de gouvernement se laisser entraîner à des dérives qui ne mènent à rien, et qu'il est important que ceux qui veulent diriger ce pays demain, avec responsabilité et force, soient capables effectivement de prononcer des discours européens qui soient solides, consistants et entraînants. Alors un mot sur le Brexit. Si la Grande-Bretagne sort, est-ce qu'il y a un plan, non pas un plan B, puisque vous avez dit qu'il n'y avait pas de plan B, mais est-ce qu'il y a un plan d'urgence en revanche pour calmer les marchés s'il y avait le Brexit? D'abord, première chose, je souhaite ardemment que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Je pense que c'est de l'intérêt et des Britanniques et des autres Européens. Deuxièmement, ma conviction, c'est que la Grande-Bretagne va rester dans l'Union européenne, tout simplement
parce que quand j'observe la campagne, je n'ai pas le sentiment que ceux qui défendent le Brexit aient encore réussi à démontrer aux Britanniques ce qu'ils avaient gagné. Et vous savez, ces votes sont quand même des votes extrêmement pragmatiques. Tout le monde a compris que économiquement, ce serait coûteux de sortir, et personne n'a compris en quoi sortir serait profitable. Troisième chose, je ne fais jamais de plan B, jamais de plan d'urgence. Jamais. Quand vous commencez à parler d'un plan B ou d'un plan d'urgence, quand vous commencez à envisager une solution, vous avez déjà perdu. Parce que si ceux qui sont vraiment soumis au vote pensent si je vote, c'est pas grave, si je vote, il y a déjà une solution, on a connu ça en 2005 en France sur le traité constitutionnel. Il n'y a pas de plan B. Sortir, c'est sortir, rester, c'est rester. C'est peut-être une question trop longue, mais est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu au sein de la Commission par les gouvernements? Récemment, Jean-Claude Juncker se plaignait de l'absence ou de la faiblesse des soutiens que les chefs d'État et de gouvernement accordent à la Commission. J'ai suggéré ça tout à l'heure, je suis d'accord avec ça. Je pense que quand on tape sur l'Europe, on se trompe parce que la Commission est une force de proposition et c'est beaucoup les États membres au final qui décident. Le système européen, c'est la Commission qui propose, toujours, elle a le monopole d'initiative, c'est la Commission qui exécute, toujours. C'est elle l'exécutif européen au sens administratif du terme, mais c'est toujours les États membres qui décident. Et quand ça ne va pas assez vite, quand ça ne va pas assez fort, c'est les États membres. Je prenais l'exemple des réfugiés tout à l'heure. Sur les réfugiés, je pense que la Commission a fait les bonnes propositions. Un corps de garde-frontières et de garde-côtes, des frontières extérieures sauvegardées, mais aussi une politique d'accueil ambitieuse, une relocalisation vers les différents pays. C'est ça qu'il faut faire, mais c'est les États membres qui doivent le décider. Merci pour Pierre Moscovici. Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question par oui ou par non? Je sais. Est-ce que vous pensez que François Hollande doit se représenter en 2017? Oui. 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 Bon, c'est oui. Clair. Oui, il en a les capacités. Je pense qu'il le doit dans tous les sens du terme. Je pense qu'il en a probablement le devoir. Et puis je crois que c'est aussi lié à sa fonction. Enfin, un président de la République qui ne se représenterait pas, c'est compliqué. Ça voudrait dire qu'il estime que le quinquennat a été inutile. Il n'y a pas de précédent. Et je ne vois pas pourquoi il y en aurait un maintenant. Après, que ce soit compliqué, c'est une autre affaire. C'est la sienne. C'est un peu moins la mienne maintenant, d'où je suis. Même si je le regarde toujours avec un commissaire européen heureux, visiblement. Heureux, mais aussi je le regarde avec forcément de la sympathie, mais aussi avec de l'objectivité, de l'indépendance. Je ne suis pas aujourd'hui un acteur politique engagé dans la bataille du quotidien, même si je reste un homme, vous l'avez compris, qui a ses convictions et qui ne va pas en changer. Non, pas un observateur, un acteur. Un acteur indépendant et européen. Merci beaucoup. Merci Pierre Moscovici. On se retrouve avec notre deuxième invité, Matthias Fekl, secrétaire d'État au commerce. On parlera du TAFTA. À tout de suite.